Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de lecture d'Halloween. L'année dernière je vous ai sorti une vidéo de recommandation de lecture d'automne qui d'ailleurs se complète très bien avec la vidéo d'aujourd'hui, donc si jamais vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous la mettrai dans le petit ou à la fin de cette vidéo, enfin vous pouvez vraiment la trouver assez facilement, je vais m'arranger pour ça. Bon, par contre, je vous annonce tout de suite la couleur, j'ai péché. J'ai péché parce que dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va retrouver deux doublons avec la vidéo des recommandations d'automne, deux livres dont il fallait que je vous reparle dans cette vidéo aussi parce qu'ils me font beaucoup trop penser à Halloween. Donc voilà, mais pour le reste, non, je n'ai pas péché. J'ai pas péché à chaque fois, mais juste deux fois. Et on va commencer tout de suite et notamment avec ces deux doublons dans cette première thématique que j'ai appelée citrouille parce que s'il y a bien un élément qu'on trouve en masse à Halloween et qui représente tellement bien ce moment de l'année, c'est la citrouille. Et justement, il y en a plein dans Pumpkinhead de Rainbow Rowell, puisque dans ce livre, nous sommes dans un pumpkin patch, c'est-à-dire ce genre de grand champ de citrouilles aux États-Unis où en plus d'avoir juste plein de citrouilles partout, il y a aussi des petites animations liées à l'automne, liées à Halloween. Et c'est là où travaillent Josie et Deja. Et tous deux sont un petit peu mélancoliques parce que c'est leur dernière année au Pumpkin Patch. Ils y travaillent depuis quelques années maintenant, mais l'année prochaine, ils vont aller à la fac et du coup, leur vie va changer. Et Josie, le garçon, il est d'autant plus triste qu'il a un crush sur une de ses collègues, mais qu'il ne lui a jamais dit. Donc déjà, va prendre les choses en main et elle va lui dire ce soir, on va retrouver cette collègue et tu vas lui avouer tes sentiments. Sauf que cette collègue va être un petit peu difficile à trouver. Du coup, avec Josie et Deja, on va parcourir tout le Pumpkin Patch, en prendre plein les yeux au niveau des animations d'Halloween, au niveau des citrouilles, parce qu'il y en a vraiment partout. Et en plus de ça, dans ce livre, il y a une histoire qui est vraiment hyper touchante entre les deux personnages. Alors, malheureusement, ce livre n'est disponible pour le moment qu'en VO. Mais alors, il est quand même à lire. Parce que, bon, c'est une bande dessinée, donc ça va, il n'y a pas beaucoup de texte, mais en plus, cette histoire est tellement charmante, c'est une lecture doudou d'Halloween. Si, ça existe. Des citrouilles, on en trouve justement sur la couverture de l'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Alors là, on est dans un livre qui n'a pas forcément une intrigue de dingue, mais qui pourtant nous plonge à 2000% dans Halloween. C'est un petit livre qui fait moins de 200 pages. Moi, je me souviens que lorsque je l'avais lu, je l'avais commencé le 30 octobre et terminé le 31. Et c'est juste parfait au niveau de l'ambiance. Au niveau de l'histoire, on va suivre Tom et ses amis. Ce sont des adolescents qui vont chercher un de leurs potes et ça va les conduire à arriver chez un vieux monsieur qui habite une sorte de manoir un peu étrange. Et cet homme fait faire à Tom et ses amis un voyage des plus particuliers puisqu'ils vont voyager autour du monde de façon très rapide, mais par ce voyage ils vont découvrir les coutumes d'Halloween, comment on fête Halloween dans chaque pays du monde, enfin chaque pays ou presque, et c'est ça qui est le plus intéressant dans ce livre. Bien plus que l'intrigue en elle-même, c'est vraiment voir ce qui se fait dans chaque pays. Parlons également du Magicien d'Oz, la très célèbre histoire de L. Frank Baum. Je crois qu'il n'y a aucune citrouille dans ce livre, mais dans ma tête, il y en a parce que ce livre a une vraie ambiance halloweenesque. Si vous ne le connaissez pas, je pense que si, mais au cas où, petit rappel, on y suit l'histoire de Dorothy, qui est une jeune fille qui, un jour, alors qu'elle est seule chez elle, dans sa maison du Kansas avec son chien Toto, va subir une tornade. Et la maison dans laquelle elle est va s'envoler et atterrir au pays d'Oz. Et à Dorothy, on va rapidement lui faire comprendre que si elle veut pouvoir rentrer chez elle, il va falloir qu'elle aille demander de l'aide au Magicien d'Oz. Donc elle va parcourir avec Toto, son petit chien, tout le pays d'Oz, rencontrer de nombreux personnages qui vont devenir ses amis au fur et à mesure du temps, et vivre de nombreuses aventures qui vont la conduire notamment face à la sorcière de l'Ouest. À Halloween, qu'est-ce qu'on trouve également? Des sorcières. Des sorcières en tout genre. Et par exemple, on peut trouver celle de la ville de Nier, avec The Near Witch de V.E. Schwab, qui est un livre qui, là encore, n'est malheureusement pas sorti en VF. J'espère qu'il le sera un jour parce que perso, je le trouve très bon. Évidemment, sinon je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo. Bon,
L'avantage avec cette version en VO, c'est qu'on peut se consoler avec des petits corbeaux dessinés sur les pages. Si ça, c'est pas trop cool. Dans ce livre, nous allons suivre l'histoire de Lexi. Lexi qui habite donc la ville de Nier, et dans cette petite ville, un jour va débarquer une nouvelle personne, un jeune ado, et le problème, c'est que son arrivée coïncide avec le moment où va commencer des disparitions d'enfants. Forcément, tous les soupçons vont se porter sur ce nouvel arrivé, mais Lexi, elle n'est pas tout à fait sûre que ça soit lui le responsable. Mais on est dans une époque où, quand on est une femme, on n'est pas forcément écoutée, et d'autant plus quand on est une jeune fille. Donc Lexi, si elle veut connaître la vérité, elle va être obligée de se débrouiller toute seule. Toute seule ou pas tout à fait. Pour vous dire à quel point j'avais aimé ce livre, c'est que dès que je l'ai terminé, j'ai eu qu'une envie, c'est de le relire, mais genre immédiatement. Dans un genre bien différent, on trouve aussi des sorcières dans la bande dessinée Les Filles de Salem, Comment nous avons condamné nos enfants, de Thomas Gilbert. C'est une bande dessinée qui est poignante. On y suit donc ce qui s'est passé dans la ville de Salem au moment de tous ces procès en sorcellerie. Comment est-ce que cette petite ville est tombée dans la paranoïa au point de condamner quasiment toutes les femmes, toutes les jeunes femmes de cette ville à ces procès en sorcellerie, à ces exécutions, à tout ce qui va arriver d'horrible en fait pour ces jeunes femmes. C'est une bande dessinée à lire parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais alors, c'est vrai que c'est pas forcément la lecture la plus facile. Lecture bien plus facile avec Magic Charlie d'Audrey Alouette. Alors là, on est plongé dans une lecture, mais limite doudou tellement c'est adorable. Saga qui fait beaucoup penser pour moi à Harry Potter. Alors pas forcément au niveau de l'intrigue, même si techniquement ça commence d'une façon un petit peu similaire, puisque dans ce livre, nous allons découvrir le personnage de Charlie qui va découvrir que c'est un magicien. Il a des pouvoirs magiques et ça serait bien qu'il s'en serve parce que sa grand-mère a de gros ennuis. Donc Charlie va devoir rapidement apprendre la magie, apprendre à découvrir ce nouveau monde et tout ce qu'il en ressort pour aller aider sa grand-mère. Alors ce qu'il y a vraiment de similaire avec Harry Potter, c'est l'imagination de l'autrice. Là encore, on est dans une saga où l'autrice, elle a une créativité, elle est pleine de fantaisie, elle va inventer des lieux, même des objets magiques qui ne ressemblent à rien d'autre. Et du coup, on est dans toute cette féerie qui, perso, je trouve génial. Halloween, c'est aussi ce moment de l'année où on aime bien avoir peur. Alors perso, je suis pas forcément très fan de tout ce qui est horreur, mais là, je vais vous parler de certains livres qui apportent quand même quelques frissons. Et notamment Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden, que j'ai lu d'ailleurs il y a vraiment pas longtemps et qui m'a agréablement surpris. Dans ce livre, nous allons suivre le personnage d'Holly. Holly qui est très mélancolique depuis le décès de sa maman. Du coup, dès que l'école se termine, elle va régulièrement lire près d'une rivière. Et un jour, près de cette rivière, elle va voir une femme qui s'apprête à jeter un livre dedans. Donc là pour Holly c'est un peu sacrilège parce que si tu veux te débarrasser d'un livre, il n'y a pas des boîtes à livres quelque part. Non mais qu'est-ce que tu fais? Non, on jette pas un livre dans l'eau. Donc Holly va récupérer ce livre et découvrir l'histoire d'Elisabeth, de son mari et de son frère qui ont été amenés à faire un pacte avec un personnage maléfique. Le lendemain, la classe d'Holly fait une visite dans une ferme et il se trouve que cette ferme n'est autre que là où vivaient Elisabeth et sa famille. Alors dans ce livre, ce qui est vraiment vraiment chouette, c'est l'ambiance. Au niveau de l'intrigue, oui, il y a beaucoup de mystères. Perso, j'avoue que j'avais compris tout le truc, mais c'est pas grave tellement l'ambiance est incroyable. C'est-à-dire que moi je lisais ces livres le soir sous ma couette bien au chaud et pourtant j'avais quand même des frissons parce que j'étais avec les personnages, j'étais avec Holly. Il y a notamment un passage où Holly et quelques-uns de ses amis vont devoir passer une nuit dehors dans la forêt avec une certaine menace assez importante qui pèse sur eux et moi j'y étais et je trouve que
l'ambiance, les frissons qu'on peut ressentir dans ce livre, c'est hyper bien retranscrit. On peut aussi mentionner Les enfants de Peakwood de Rod Marty. Alors là, on est dans la ville de Peakwood, dans laquelle il y a quelques années, il y a eu un accident de bus scolaire notamment. Donc la plupart des personnes concernées sont des enfants au moment des faits. Il y a aussi quelques adultes parmi eux. Et ce qui est assez dingue avec cette histoire, c'est que malgré ce dramatique accident, il n'y a pas eu de drame finalement. Pourtant, des années plus tard, certains habitants de la ville de Peakwood, notamment ceux qui sont concernés par cet accident, vont commencer à voir des plaques et des choses bizarres apparaître sur leur corps. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer cette nuit-là? C'est ce qu'on découvre dans ce livre qui est haletant en fait. Moi je me souviens qu'en le lisant j'étais à fond dedans. En plus, chose qui aurait pu m'énerver avec n'importe quel autre livre mais qui là m'a plu, c'est que il y a beaucoup de points de vue dans ce livre. Vraiment il y a beaucoup de personnages, on va tous les suivre, on en suit quand même un paquet, mais chacun d'entre eux apporte quelque chose à cette histoire, chacun a un point de vue hyper intéressant et du coup c'est un livre qu'on dévore parce que même quand on comprend enfin un petit peu ce qui a bien pu se passer, on a envie de savoir comment cette histoire va se terminer. Pourquoi pas se plonger aussi dans un petit peu de lecture classique avec Faust the Ghost ou le Docteur Faustus de Marlowe, l'une ou l'autre version, qui nous rapporte l'histoire de ce personnage très très connu, cet alchimiste qui voulait percer tous les secrets de l'univers et qui va peu à peu déprimer parce qu'il n'y arrive pas. Du coup, il va se retrouver à faire un pacte avec le diable. Il va échanger son âme en échange du savoir. Alors c'est un mythe qui est très très connu, qui est énormément repris, notamment si vous connaissez le film La princesse et la grenouille, le docteur Facilier est clairement inspiré du mythe de Faust. On peut également se plonger dans une saga de manga, L'enfant et le maudit de Nagabe, qui, si je ne dis pas de bêtises en plus, est bientôt terminé puisque le prochain tome devrait être le dernier de la saga. Dans cette histoire, nous allons suivre un univers où il y a eu une malédiction qui a frappé les êtres humains. Certains d'entre eux sont devenus des bêtes. Et le truc qui fait peur aux autres êtres humains qui n'ont pas été contaminés, c'est que si jamais ces bêtes les touchent, ils les contaminent aussitôt. Nous, dans cet univers, on va suivre le personnage de Shiva, qui est une toute petite fille. Shiva, elle est soupçonnée d'avoir été au contact physique avec l'une de ces bêtes. Et du coup, on l'a abandonnée dans le territoire des bêtes, en fait. Les hommes non contaminés se sont regroupés entre eux, mais Shiva, on l'a laissée avec les bêtes. Et du coup, toute petite comme elle est, elle a été recueillie par l'une d'entre elles, qu'elle appelle notamment le professeur. Donc, on a cette histoire avec cette petite fille qui vit avec le professeur, cette bête qui fait de son mieux pour s'occuper de cette petite fille sans jamais pouvoir la toucher. Donc quand elle est malade, ils doivent jamais quand même avoir de contact physique. Ils doivent toujours faire attention et on va les suivre dans ce quotidien qui est parfois bien angoissant. Wouh! Vous avez eu peur, n'est-ce pas? Parlons effectivement maintenant de fantômes. Oui, et pour commencer, parlons d'un livre qui, je le pensais, était déjà dans ma vidéo de recommandation automnale. Finalement, il n'y est pas, alors tant mieux, parce que ça va me permettre de vous reparler encore une fois de la saga Cassidy Blake de V.E. Schwab. V.E. Schwab est une de mes autrices préférées. La saga Cassidy Blake, c'est ma saga préférée de cette autrice. Elle va nous raconter l'histoire de Cassidy qui, depuis qu'elle a failli se noyer, a le pouvoir de voir les fantômes et notamment leur monde. Parce que oui, dans cette histoire, les fantômes ont quand même tout un lore, tout un monde à eux. Et depuis, donc, Cassidy, elle vit avec donc sa famille, ses parents, qui ne connaissent absolument rien de son don, mais également avec Jacob, qui n'est autre que ce fantôme qui l'a sauvé de la noyade et qui depuis est devenu son meilleur ami. Les parents de Cassidy, pour leur travail, ils voyagent beaucoup, donc à chaque fois ils emmènent Cassidy avec eux, et à chaque fois du coup, Cassidy, elle va découvrir des histoires de fantômes à travers chaque pays, et être confrontée aussi à ces fantômes-là.
Oui. Donc dans ce premier tome, on va faire par exemple un voyage en Écosse, on se retrouve dans la ville d'Édimbourg. Dans le deuxième tome, on est en France, à Paris. Dans le troisième tome qui sort là en ce 4 novembre, on va être aux États-Unis et notamment à la Nouvelle-Orléans. Donc il y a ce côté voyage où on apprend vraiment pas mal de choses sur la ville en question, où il y a tout un univers sur les fantômes qui est super bien exploité, et en même temps, malgré tout ce côté fantastique, eh bien, cette lecture, pour moi, elle est très doudou. Qui dit fantôme dit également esprit, et ceux qu'on va retrouver dans La Voix des Ombres de Frances Hardinge. Alors là, c'est l'histoire dans ce livre de la jeune Makepeace, qui a un don assez particulier puisqu'elle peut un peu jouer entre guillemets avec les esprits. Pourtant sa mère lui a toujours dit de bien faire attention, mais ça ne va pas empêcher Makepeace un jour de faire une petite bêtise avec l'un de ses esprits, et elle va se retrouver avec l'esprit d'un ours en elle. Alors il y aura toujours Makepeace qui sera là, mais elle devra cohabiter avec l'esprit de l'ours. Et dans la vie de Makepeace, il va se passer un drame puisque sa maman va la quitter. Elle va se retrouver toute seule et obligée de vivre en tant que jeune fille de cuisine dans un grand manoir où pour elle, ça sera impossible de s'échapper. Et pourtant, elle aimerait bien vivre un petit peu autre chose de sa vie, de vivre dans cet endroit vraiment lugubre. Ce livre est bourré d'aventures. C'est le genre d'histoire où on voit une jeune fille qui va grandir petit à petit et prendre en force, prendre en courage, prendre en assurance, se trouver. Et le tout en plus avec un don qui est très très original, là encore exploité d'une façon assez brillante par l'autrice. Donc honnêtement, petit univers à découvrir. Et si on se penchait un petit peu sur quelques romans classiques, et notamment Northanger Abbey de Jane Austen. Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre Jane Austen et les fantômes? Eh bien c'est tout simplement le personnage de Catherine Morland, l'héroïne du roman qui adore lire, et en particulier tout ce qui est roman gothique, donc avec du lugubre, avec des histoires de fantômes, avec beaucoup d'aventures. Vraiment, elle adore se plonger dans ses romans et à chaque fois elle s'imagine être l'héroïne de toutes ces aventures. Et justement, quand dans cette histoire on va lui proposer de passer quelques jours à Northanger Abbey, cette demeure dont elle pense qu'il y a plein de secrets, eh bien elle va y aller parce que elle aussi veut vivre autant d'aventures que les héroïnes de ses romans. Elle aussi veut découvrir des mystères, voir des fantômes et plus encore. Ce livre reste avant tout un livre de Jane Austen, donc on est vraiment dans un roman de société, dans un roman où on va s'intéresser aux fantômes blancs, à ce que les gens montrent et ne montrent pas. Bien évidemment, il y a aussi des amourettes. On est vraiment dans un roman de Jane Austen pur et dur, mais qui a un côté un petit peu plus fantasque. Fantôme, on trouve aussi en quelque sorte dans Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Cette histoire où nous suivons Heathcliff et Catherine. Tout commence le jour où le père de Catherine recueille le jeune Heathcliff, et entre Heathcliff et Catherine va tout de suite se créer une relation très particulière. Une relation tellement malsaine qu'on peut dire qu'au fur et à mesure des années, Catherine va aller jusqu'à hanter Heathcliff. Halloween, c'est également ce moment de l'année où on évoque un tas de créatures fantastiques, comme celles qu'on peut trouver dans la saga de l'épouvanteur de Joseph Delaney, où on découvre l'histoire de Tom, qui est le 7e fils d'un 7e fils, donc ce qui fait de lui le candidat tout désigné pour devenir un épouvanteur. Et dans cette saga, il débute en tant qu'apprenti épouvanteur, et dans chacun des tomes qui ont une atmosphère folle d'Halloween, on découvre Tom qui à chaque fois va devoir se battre contre une créature fantastique qui veut faire du mal aux êtres humains. C'est son rôle en tant qu'épouvanteur de combattre ces créatures, et Tom dans chacun des tomes, il fait parfois des bêtises, mais au final il est toujours là pour aider ceux qui lui sont chers. Des créatures fantastiques, on en trouve également dans la saga Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista, parce que justement la jeune Sorceline les étudie avec toute une petite classe de camarades dans un manoir un petit peu particulier, éloigné de tout. Là on est dans une saga de bande dessinée où on y voit des animaux fantastiques, mais on y voit aussi du mystère, puisque petit à petit, dans cette histoire, les camarades de Sorceline vont disparaître les uns
après les autres. La batterie a coupé, le cadre a un peu changé, mais je continue sur ma lancée en vous parlant de la saga Monstre Hôtel de Karina Rosenfeld, où nous suivons le personnage d'Olivia qui est dégoûtée parce que ses parents ont choisi de déménager. Ils vont quitter la grande ville, là où Olivia a tous ses amis, et emménager dans un vieux manoir tout délabré dans un coin paumé. Donc Olivia n'a pas le sourire, mais il va rapidement revenir quand elle va découvrir que elle va vivre dans un manoir où vivent aussi des monstres, mais des monstres super gentils avec lesquels elle va devenir amie. Et ensemble, ils vont découvrir que les ouvriers que ses parents ont employés pour rénover le manoir, ils sont un petit peu louches. On dirait bien qu'ils semblent à la recherche d'un trésor. C'est une saga adorable, avec des monstres adorables, c'est tout doudou, et en plus, il y a plein d'aventures et plein de rebondissements dans ce livre. Parlons encore d'un autre type de créature, les vampires, et notamment en lisant Alana et l'enfant vampire, écrit par Cordelia, que vous connaissez sûrement, et qui nous raconte l'histoire d'Alana. Alana qui connaît bien les vampires parce que ses parents travaillent en collaboration avec eux. Enfin, en collaboration, bon, ils essayent, ils font de leur mieux. Du coup, forcément, lorsque un nouveau débarque dans la classe d'Alana, elle sait que c'est un vampire parce qu'elle les connaît bien, elle les reconnaît. Mais au-delà de cette histoire de vampire, ce qu'il y a de génial dans ce livre, c'est que c'est un livre où on va y voir de l'inclusivité, de toutes sortes. Et ça, c'est plutôt pas mal dans ce genre de roman fantastique jeunesse, destiné à un public qui découvre la vie et qui va découvrir aussi que tout le monde n'est pas forcément pareil, qu'il y a des gens qui sont différents de nous, mais que ce sont aussi de très très belles personnes. On parle également de vampires dans la saga Vampiria de Victor Dixon, qui est une uchronie. En fait, on s'intéresse à ce qui serait passé si jamais Louis XIV n'était pas mort, puisque le jour de sa mort, il a été transmuté en vampire. Et depuis, c'est l'histoire de France, mais également l'histoire du monde entier qui a changé, puisque toutes les monarchies du monde sont des monarchies constituées de vampires, alors que les personnes de plus basse extraction sont restées humaines. Donc forcément, on se doute bien qu'il y a un rapport de force qui est vraiment inégal entre les deux, puisque les personnes restées humaines, non seulement elles doivent donner de l'argent à la monarchie, mais également donner du sang. Et dans cet univers pas très drôle, on y suit le personnage de Jeanne, qui va se retrouver à devoir intégrer la cour des ténèbres, donc la cour du roi Soleil, alors que Jeanne, c'est une fille à la base tranquille, qui vit avec sa famille. Donc comment elle en arrive là, c'est ce qu'on découvre assez rapidement, j'ai envie de vous dire, parce que le premier chapitre de cette histoire, il donne le ton, on comprend immédiatement ce qui va arriver à Jeanne, et on comprend également que les vampires de cet univers, on peut pas rigoler avec eux. Mais hyper intéressant. Et je terminerai par vous parler de l'univers également de la saga des sœurs Carmine d'Ariel Holzel. Alors là, on y suit Mary, Tristabel et Dolorine qui vivent avec leur mère dans la ville de Grisaille. Grisaille où il fait toujours gris, Grisaille où il ne fait pas bon vivre. Il y a plein de complots, il y a des meurtres, des vols, enfin vraiment... C'est pas une ville très sympathique. En plus de ça, vivent tout plein de créatures pas forcément sympathiques, on peut dire ça comme ça. Et nous, dans ce premier tome notamment, on suit Mary. Mary, c'est la sœur du milieu. Mary, c'est pas forcément un enfant de cœur, mais elle va faire face à un complot et on va la suivre dans ses aventures. Et l'intérêt en fait de cette saga des sœurs Carmine, c'est que cette saga ne ressemble à nulle autre. Cet univers, c'est un univers à la Tim Burton, où tout est très loufoque, où ça part dans tous les sens, où il faut aimer l'humour noir. Ça par contre, ça me paraît assez important pour apprécier cette saga. Mais alors, si on apprécie, on découvre vraiment un monde totalement déjanté. J'ai fait le tour pour cette vidéo halloweenesque, j'espère qu'elle a pu vous inspirer. Je vais vous laisser là et vous souhaiter un très bon Halloween, entouré de très bons films et de très bonnes lectures d'Halloween.